Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Appsia Powered by Sharp. On va laisser encore quelques secondes aux derniers arrivants pour prendre place et on va pouvoir commencer tranquillement. Pour ceux qui sont déjà habitués à nos rendez-vous, vous allez pouvoir voir que notre charte graphique a évolué pour le mieux d'ailleurs. Donc voilà, ça va être intéressant. Je vais rester quelques secondes sur la slide agenda. Encore une fois, il est 15 heures tout pile. On va laisser 30 secondes. Et en attendant, je vais vous présenter cet agenda. Alors, il faut juste que j'arrive à fermer l'interface de Webikeo. On est bon. Donc, aujourd'hui, webinaire dédié au portail fournisseur. Alors, bien entendu, on va commencer par une présentation de nos deux experts qui sont avec nous bien gentiment aujourd'hui. On va ensuite enchaîner avec une rapide présentation de Appsia Powered by Sharp, avec voilà, la nouveauté du rachat d'Appsia qui vient d'être effectué. On va ensuite enchaîner, troisième point, avec la question qui tue. Pourquoi ce webinaire sur les apps? Redonner un petit peu de contexte à ce nouveau numéro. On va ensuite enchaîner avec une présentation de Microsoft Power Pages, qui n'est rien d'autre que l'outil, bien entendu, qui participe à la création de ces portails, qu'on verra un peu plus en profondeur. Nous aurons ensuite les solutions mises en place chez nos clients et une démonstration vidéo pour éviter, bien entendu, toute galère liée au live qui sera présenté par Rossio. Et on terminera, bien entendu, ce numéro par une session de Q&A. Donc, n'hésitez pas à déposer l'ensemble de vos questions dans le chat qui se situe à droite de votre écran. Si jamais je vois que les questions s'insèrent proprement dans le déroulé de la présentation, j'essaierai d'interrompre nos experts pour pouvoir leur poser. Si jamais voilà, je vois que ça va un peu casser le flow du webinaire, je m'autorise à les garder pour la fin et on répondra bien entendu en toute transparence à 100% des questions. Donc voilà, si quelque chose vous passe par la tête, n'hésitez pas. Comme je disais, on va donc commencer rapidement par une présentation de nos experts. Je suis bien entendu donc Thomas Le Sueur, je fais partie de l'équipe marketing et communication d'Appsia Powered by Sharp. Je suis d'ailleurs actuellement localisé dans le placard d'Harry Potter d'Appsia. Je suis puni, je n'ai plus de bureau en ce moment. Voilà, ça fait à peu près 3 ans que j'anime les webinars d'Appsia en présence de différents experts. Et donc, on va commencer directement. Rossio, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Rocío de Miguel. J'ai travaillé chez Appsia depuis presque plus de 5 ans maintenant. Et je travaille en tant que chef de projet et CRM et Power Apps toujours dans l'environnement de Microsoft. Donc, c'est bien sûr le CRM Sales et les Power Apps de Microsoft. Magnifique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus sur le type de client que tu accompagnes chez Appsia? Plutôt petit compte, grand compte, indifférent? Dis-nous un tout petit peu plus sur ce que tu fais. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est une bonne question par ailleurs, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'avec avec des solutions autant flexibles comme les CRM et les applications, on a l'opportunité d'accompagner des clients de tout type de toute taille et aussi de tout type de domaine. Donc, dans ma liste de projets, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des médias, de la communication, on a eu des entreprises, on a tout un vertical qui s'occupe de CRM pour les écoles, les grandes écoles. Qu'est-ce qu'on a encore? On a beaucoup d'entreprises, des PME, des sociétés un peu plus grandes, un peu d'associatifs. Donc, c'est toute cette fourchette de clients qu'on peut accompagner grâce à nos projets. Effectivement, on a un large panel allant de la PME française jusqu'à l'entreprise du CAC 40. Donc voilà, c'est plutôt pratique pour avoir une connaissance assez globale, on va dire, de tout ça. Quentin, dis-nous en plus maintenant sur toi. Je m'appelle Quentin Guignard, je suis chez Appsia depuis 3 ans et je suis architecte solution sur tout ce qui est solution Power Apps, Power Platform.
Pour Alors, expliquer ce qu'est Power Platform, parce que je vois la tête de Thomas. ouais, j'allais dire déjà architecte solution. Moi qui suis interne à Appsia, j'ai quand même dû lui demander quel était son rôle. Et voilà, dis-nous en dire un tout petit peu plus sur ce que c'est, si jamais notre audience n'est pas forcément familière avec ton Alors, titre. architecte solution, de mon côté, je m'occupe de plusieurs équipes de développeurs. Et l'architecte est celui qui va aider à orienter les spécifications d'un projet pour expliquer comment ça doit marcher, comment ça doit communiquer entre les systèmes, expliquer ce qui est le plus optimisé, vérifier les volumétries, que ça passe, les sécurités, accompagner le client si besoin pour comprendre et faire comprendre le sujet, notamment à la sécurité, si c'est une nouvelle solution à mettre en place, etc. Et donc après, les Power Platforms, c'est une solution low-code, no-code que propose Microsoft qui permet aussi d'aller un peu plus loin que du low-code, no-code. Donc low-code, no-code, ça voudrait dire qu'on pourrait tout développer sans faire une seule ligne de code. Mais dans un souci, on va dire, d'industrialisation, à partir du moment où quelqu'un a des besoins assez conséquents, validation de factures, validation de création de comptes, etc. On va pouvoir proposer des solutions adaptées, plus simples à prendre en main, les outils classiques de Microsoft avec ça, et tout en ayant une approche de développeur pour dire, d'accord, voilà, vous avez besoin, vous avez une grosse volumétrie, voici ce que l'on peut proposer d'adapter qui pourrait répondre à votre besoin. Voici le coût, voici le temps de déploiement, voici la maintenance que ça va avoir dans le futur pour vous. C'est une vision beaucoup plus macro, on va dire, parce qu'on a des experts qui sont plus solutions, donc dédiés CRM, ERP, etc. Si je simplifiais un peu la vision, d'ailleurs, c'est similaire à celle de l'architecte de Matrix, c'est vraiment une vision macro, on va dire, justement, du projet et capable voilà, de répondre, que ce soit au niveau des interfaces, que ce soit voilà, pas mal de différents domaines. Et donc, c'est toi qui as la vision globale de tout le projet. C'est ça. Magnifique. Très rapidement, puisque le but aujourd'hui, c'est quand même de vous expliquer plus sur le portail fournisseur que sur le fonctionnement d'Appsia. Donc Appsia, ça fait très longtemps que ça existe, avec initialement un très gros background côté conseil. On avait entendu fait le switch il y a à peu près une 10e d'année de passer de la dimension conseil à la dimension intégration. Mais bien entendu, on garde un peu cet ADN. Donc comme Quentin disait, hein, on va certes faire la réalisation, mais on est aussi capable de donner des billes sur le licensing, sur les écosystèmes à choisir, etc. On a l'avantage en plus d'être multi-éditeur. J'ai complètement oublié les logos de nos partenaires sur notre nouvelle slide. Veuillez m'excuser pour cette nouvelle charte graphique. Mais bien entendu, on est Gold Partner Microsoft, mais on est aussi partenaire SAP et Cegid. Cegid qui est plus sur le côté franco-français. Et donc c'est pareil, cette vision un peu holistique des différents éditeurs nous permet voilà, de ne pas forcément vendre une solution à tout prix, mais de conseiller la meilleure qui se prête bien entendu à votre contexte. Tout ça en chiffres, qu'est-ce que ça donne? On est à peu près 160 consultants experts certifiés. On a donc 150 clients en production sur différentes technologies. Ce n'est pas tous sur des portails fournisseurs comme on le voit aujourd'hui. Et donc, depuis l'année dernière, membre du groupe Sharp. Alors, très rapidement, l'avantage que ça nous donne, c'est qu'on a des sociétés sœurs un peu partout en Europe qui ont bien entendu des capacités connexes à la nôtre. Et donc, en fait, on fait maintenant partie d'une grande alliance européenne. Ça nous donne bien entendu plus de moyens, plus de ressources, etc. Mais ça ne change bien entendu absolument rien à nos clients, mis à part un nouveau logo et des nouvelles slides et une nouvelle charte graphique. Nos références majeures, comme je disais tout à l'heure, hein, là on met en avant nos références que tout le monde commence côté au CAC 40, Pathé, les cinémas français, PMU, donc voilà, là, des plutôt grandes entreprises françaises, mais on s'occupe bien entendu aussi de beaucoup de PME, notamment je travaille sur pas mal de projets CRM, on en parlait tout à l'heure dans l'éducation, voilà, on est partenaire de pas mal d'écoles, des post-bac, des universités, des choses comme ça. Donc encore une fois, un très large panel de clients. On va s'arrêter là pour la présentation d'Appsia, puisqu'on va arriver sur quelque chose qui nous intéresse un tout petit peu plus, à savoir le contexte de ce webinaire. Alors, très honnêtement, pourquoi ce webinaire? Tout simplement parce qu'on a eu plusieurs demandes récentes justement liées à des portails fournisseurs de différentes tailles, etc. Et suite en fait à ces différentes demandes, on s'est rendu compte qu'il y avait une
une sorte de mécompréhension de ce que pouvait être justement une application, une business application, du prix que ça pouvait coûter, des efforts que ça prenait, etc. Donc, on s'est dit, le plus facile, c'est d'en faire un webinaire public, on explique tout, on donne une vraie vision juste et transparente de ce que c'est qu'une Power Apps. Et donc, avant tout ça, Quentin, définis-moi ce que c'est justement ces business applications. Donne-moi un peu plus de contexte dans lequel on les utilise. Parce que pour moi, quand on parle d'une application, c'est ce que je télécharge sur l'App Store, sur l'Android Store, etc. Mais je n'ai pas l'impression qu'on parle exactement de la même chose. Alors, une business app, si on parle de la définition, c'est une application pour faire du business. Donc, pour gagner du temps, pour faciliter un processus, pour créer un processus qui potentiellement n'existe pas. C'est une application qu'on peut avoir sur un téléphone, soit à travers un navigateur web, soit via une application qui s'appelle Power Apps dans ce cas-là, et qui va permettre, par exemple, pour donner un exemple simple, sur une chaîne de production, j'ai besoin de savoir où en est une palette. J'utilise une business app pour scanner ma palette et savoir exactement où on en est dans le processus d'envoi. Je vois qu'elle a été finalisée, qu'il faut maintenant créer le bon de commande et l'imprimer. L'application m'indique les prochaines étapes à faire et je sais exactement où on en est. Donc, si je reprends très rapidement juste cet exemple de la palette pour que nos auditeurs comprennent, l'entreprise a un souci, donc tracking, entre guillemets, de ces palettes. Il y a quoi? L'ERP ne permet pas de le faire et donc on décide justement de sortir, on va dire, cette problématique, d'en créer une application et on connecte au reste ou ça se passe comment? Parce que moi, je suis plutôt client CRM ERP, donc je connais plutôt cette partie-là. Gestion de palette, ça me paraît lié à un ERP. Donc pourquoi on ferait une Power Apps dans ce cas-là? On va aller tout de suite à la deuxième question qui est leur principale utilité et le standard. Aujourd'hui, Ouais. avec un ERP, avec les bons logiciels qu'on installe, des 365, SAP, etc., on va pouvoir avoir une solution standard qui permet effectivement, normalement, de tout gérer. On va pouvoir aller assez loin. Mais à un certain moment, on peut avoir deux soucis. Le premier souci peut être je suis hors standard, donc j'ai une demande particulière qui aujourd'hui ne peut pas être répondue parce que je veux suivre les palettes à moitié finies pour facturer mon client à l'avance. J'ai des demandes un peu particulières. Là, on va pouvoir pallier à ça avec des développements spécifiques. Développement spécifique, ça peut être une business app. Et le deuxième cas, qui est le cas un peu de ce webinaire, que ce soit la palette ou un portail fournisseur, on ne va pas forcément pouvoir former tout le monde. Des personnes qui sont extérieures, des personnes qui sont potentiellement intérimaires, etc. Et donc, il faut proposer quelque chose de très simple, très efficace. On va se rapprocher de ce qu'on fait en B2C en travaillant sur ce qu'on appelle l'UX, donc l'expérience utilisateur, pour que l'application soit facilement qu'on puisse facilement la prendre en main, facilement la comprendre et faire un process sans avoir à être formé auparavant. Ce qui fait que le processus de suivre ma palette pour savoir exactement où elle est et où est-ce que j'en suis, si je suis dans mon entrepôt et que je n'ai pas accès à un ordinateur, il faudrait que je prenne en photo ma palette, que j'aille sur l'ordinateur, que je vérifie le numéro de référence pour savoir où on en est. Avec la Business App, que ce soit avec mon téléphone ou une scannette, je peux scanner, voir directement l'application va demander à l'ERP où en est la palette et j'aurai les réponses essentielles, celles dont j'ai besoin, donc le statut et les prochaines étapes, clairement explicitées directement sur mon écran. Alors, si je reprends avec un exemple dans lequel je suis un peu plus familier, étant utilisateur quotidien du CRM, si jamais je faisais un événement physique en dehors de mon bureau, j'ai des commerciaux, comme tu dis, externes, par exemple, de temporaires sur mon salon, et plutôt que de leur donner un accès à ma propre instance de Dynamics, de leur expliquer voilà, comment on crée un lead, comment on fait un machin, en fait, je leur créerais tout simplement une Power App, je la mets sur leur téléphone, ils scannent les cartes de visite, par exemple, sur le salon, et toi, tu me le connectes directement à mon CRM et les infos passent. J'ai pas besoin de former les gars, c'est hyper simple, c'est sur leur téléphone. Et en gros, je sors un process du CRM, même s'il existe déjà, pour le rendre beaucoup plus simple.
et attractif. C'est ça. On n'expose que les données dont on a besoin dans un formulaire. On peut même passer par un QR code à scanner et on renseigne les informations directement. On peut le faire hors ligne. Voilà, l'idée, c'est de rendre accessible un processus qui aurait pu être complexe. Ok, très bien. Et alors, puisque on aime bien mettre les pieds dans le plat chez Appsia et qu'on est assez transparent, la dernière question, qu'est-ce qui justifie son prix si c'est du low-code? C'est littéralement la première question que j'ai posée à Quentin lors de la préparation de ce webinaire, parce que voilà, on m'a toujours dit, si je reprends des exemples que je connais aussi, WordPress par exemple, un template c'est 90 €, un site sur mesure c'est 50 000. Mais voilà, normalement, moins il y a de code, entre guillemets, moins c'est cher. Mais là, c'est pas forcément la même logique. Et a priori, puisque tu me l'avais expliqué, c'est parce que c'est basé sur d'autres paramètres. Et donc, voilà, je te laisse un peu expliquer le pourquoi on paye, entre guillemets, un portail fournisseur son prix, malgré le fait qu'il n'y a, entre guillemets, pas de développeurs. Ce qu'on appelle low-code, no-code, souvent, c'est des solutions qui vont être extrêmement standards. Donc, sans savoir coder, je peux exposer une table d'une base de données et dire voici les données que je veux montrer, voici le formulaire par défaut, etc. Nous, ce que l'on propose la plupart du temps, c'est une personnalisation. Donc, un travail de l'UI, UX pour pouvoir proposer quelque chose de plus adapté aux personnes qui ont besoin d'accéder à ces données-là, qui n'auront pas forcément de formation. On va aussi s'adapter à la sécurité, au système utilisateur. Et ce qu'on appelle low-code, no-code, c'est aussi, certes, on va pouvoir faire des actions simples, mais si on veut commencer à connecter plusieurs ERP, connecter des fournisseurs externes, dès qu'on va vouloir un peu complexifier les choses, c'est là où on va devoir faire un peu plus de spécifique. Et le spécifique n'est pas forcément du low-code, no-code. On a aussi des solutions, on va dire, techniques dans le code. Après, qu'est-ce qui justifie son prix? Il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'à partir du moment où on a une licence Power Apps, on va pouvoir faire une ou plusieurs applications. Toutes les applications vont être connectées, reliées les unes aux autres, et notamment avec notre ERP. Et ça va permettre de centraliser la donnée si besoin et de la distribuer avec les bons rôles de sécurité gérés directement par Microsoft. Et donc, une personne qui aura accès aux données ne verra que les données auxquelles il est autorisé. Donc, le prix, c'est aussi la sécurité, la maintenance, parce que je n'ai pas à gérer les serveurs moi-même, je n'ai pas à gérer l'accessibilité d'une application. Tout ça va se faire automatiquement. Et enfin, il faut souvent comparer une business app à la licence associée dans l'ERP. Si j'ai besoin de 50 personnes avec une licence à 100 € et qu'au final, ma business app va me coûter entre 5 et 18 € par personne, je fais une énorme économie en exposant uniquement le processus dont j'ai besoin et en réduisant fortement le coût par utilisateur. L'un des exemples les plus parlants, dans les associations qui récoltent par exemple des chèques, ils ont besoin qu'on saisisse les chèques directement dans le RP, et s'ils devaient chacun avoir une licence, ça serait extrêmement cher parce qu'on parle potentiellement de dizaines de milliers de personnes. Si on doit juste leur donner une licence, par exemple Power Pages, c'est 1,80 € par personne, et en plus ça dépend de la personne qui se connecte dans le mois. C'est des licences qu'on appelle flottantes, ce qui fait qu'on peut créer... On reverra le prix des licences après, si jamais... On peut créer... voilà, le prix va être beaucoup plus maîtrisé et va être réduit parce qu'on va exposer que le processus dont on a besoin et on n'a pas besoin d'avoir tout le potentiel de la licence qui serait beaucoup plus cher. Voilà. On redonnera des exemples pour notre audience qui ne sont pas forcément familiers avec justement le prix des différents outils, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de comparatif à faire de donner l'accès à une certaine partie du processus, effectivement, ne m'oblige pas à donner accès à l'outil entier, et forcément l'outil entier, parfois c'est une centaine d'euros par mois par utilisateur, et donc voilà, comparé à 1,80 €. Mais on reviendra un petit peu sur cette partie un peu plus technique plus tard. Donc voilà, on vous a donné au moins les raisons qui nous avaient poussé à organiser ce webinaire, et pour le coup, elles étaient honnêtes. On va rentrer un peu plus maintenant dans justement les outils qui nous permettent la création de toutes ces applications, et puis on fera bien entendu après un focus sur Power Pages, etc. pour voilà, rester dans notre thématique du portail fournisseur. Donc Quentin, présente-nous rapidement les différents outils, et puis si je remarque que c'est un peu trop technique, je me permettrai de te poser des petites questions s'il y a besoin.
On va commencer par la droite, le Dataverse. La Power Platform, en fait, c'est un ensemble d'outils mis à disposition par Microsoft. Derrière, on va avoir plusieurs éléments qu'on peut retrouver dans un projet classique. Le Dataverse va être une base de données. C'est une base de données intelligente parce qu'elle permet aussi de gérer la sécurité. Elle s'adapte automatiquement aux performances dont on a besoin. On paye une licence associée pour que, bien sûr, ça puisse s'adapter. Et ça va nous permettre de récupérer la donnée, mais aussi de la distribuer. Et pour ça, on va avoir les 3 outils que l'on voit à gauche, dont on va parler pendant ce webinaire, les Canvas et Model Driven Apps. Donc là, c'est des applications soit mobiles, par exemple, sur la Canvas App. Donc, on va pouvoir avoir sur un téléphone, sur une scanette ou sur un PC comme une Model Driven Apps qui va nous permettre en fait d'exposer les données. C'est des solutions low-code, no-code, donc assez rapidement, on peut faire des POC. On peut dire, OK, j'ai ingéré de la donnée dans le Dataverse, je la présente directement dans l'application et je vois directement avec les utilisateurs si ça convient ou pas. Et ça permet, par exemple, de personnaliser un fichier Excel qui aujourd'hui serait assez... Je saisis à la main dans mon Excel ce dont j'ai besoin. L'application permet d'exposer la liste et d'avoir un formulaire pour remplir, pour supprimer, pour gérer. Je peux auditer, etc. Voilà, c'est surtout ça, cet outil. Ensuite, nous avons Power Automate. Power Automate, comme il y a Automate dedans, c'est pour automatiser. Je reçois une nouvelle donnée, je reçois une nouvelle facture. Voici l'action que je dois faire. Envoyer un mail, demander une confirmation, envoyer la donnée à un ERP. L'ERP me répond que ce n'est pas possible. J'enregistre l'information dans le Dataverse pour pouvoir essayer de la renvoyer plus tard. Ça sert vraiment à automatiser toutes sortes de choses, toutes sortes de processus. Pour notre audience qui sont peut-être plus familiers avec des outils en dehors de Microsoft, c'est un équivalent aussi à Zapier et N8N, quelque chose comme ça de mémoire, qui sont plutôt des outils de start-up, mais c'est pareil, c'est tout ce qui fait le lien entre mes formulaires, mon CRM, etc. Donc voilà, il y a des équivalents un peu partout, mais chez Microsoft, il s'appelle Power Automate. Et le dernier, Power Pages. Et le dernier, Power Pages, qui est en fait exactement comme la Canvas App ou la Model Driven App, c'est une application, mais à la différence que c'est un portail web. Ça a un gros avantage pour les utilisateurs, c'est qu'ils y accèdent plus facilement via le web parce qu'ils vont reconnaître ce dont ils ont l'habitude de voir. Donc, une simple URL à taper et un portail sur lequel ils peuvent se connecter ou consulter de la donnée. Et ça permet d'aller un peu plus loin en termes de personnalisation, car on va avoir tous les outils du web pour le rendre, on va dire, plus joli, plus adapté, plus léger si besoin, pour accéder à un grand nombre de données. Ok, donc en résumé très rapide, si tu me dis si je me suis trompé, Dataverse, le socle un peu de nos données. Donc ce serait d'ailleurs la première étape, hein, si jamais vous nous contactez, on va essayer de concaténer et de mâcher, etc., vos données dans le Dataverse. Une fois qu'on veut les restituer, soit de la Canva, soit de la Model Driven, soit du Power Pages. Et si jamais je veux la connecter à l'ensemble de mon écosystème, qu'il soit Microsoft ou autre, j'utilise Power Automate. On est good? Ouais. Magnifique. On va passer justement, comme on le disait tout à l'heure, avec un focus un peu plus sur Power Pages. Alors, je vais vous commenter très rapidement. Là, ce qui était important, justement, on voulait revenir un peu sur ce côté prix des licences que Quentin a abordé tout à l'heure. Comment s'appelle, le 1,87 € par utilisateur connecté dans justement ce qu'on appelle une application authentifiée, c'est voilà, je crée mon portail fournisseur. Chaque utilisateur, donc par exemple, j'invite mon fournisseur Michel Durand à être sur cette plateforme. Lui, il va s'identifier Michel Durand @appsia.eu. Il se connecte. Ça, c'est un utilisateur connecté. Donc, cette personne vous lui attribuer justement une licence qui coûte 1,87 €. Et donc, c'était à ça qu'on voulait mettre en comparaison justement intelligente avec le prix de la licence de vos outils d'habitude. Si ma licence Sales me coûte 90 € par mois, si ma licence HubSpot, on va citer les concurrents, me coûte 90 € par mois et que pour un salon, je dois donner justement accès à des gens extérieurs à cette application, je préfère payer 1,87 € par utilisateur
que justement leur prendre des licences full dans mes différents outils. Donc voilà, il y a vraiment, d'ailleurs c'est aussi notre part de conseil, hein, justement d'expliquer ce genre de choses, mais il y a une espèce d'arbitrage à faire justement dans les coûts des licences qui est assez intéressant avec Power Pages, avec les Power Apps en général, et c'est assez méconnu du grand public. Et notamment, ça aide énormément voilà, quand on fait nos différentes propositions. Quand on arrive à montrer que voilà, sur 5 ans, vous économisez 100 000 € de licence en donnant accès à tous vos fournisseurs, ça aide un peu à faire comprendre justement la valeur ajoutée, outre que une amélioration de l'UI, de l'UX, un côté pratique. Il y a aussi un côté financier et qui est bien entendu non négligeable. On va enfin passer au concret et pouvoir donner la parole à Rossio, à mon avis, qui brûle d'impatience depuis 20 minutes de discuter avec nous. Alors, ah non, pardon, avant, on voulait expliquer donc très rapidement. On parlait tout à l'heure aussi, je crois que c'est Quentin qui l'a abordé, du fait qu'il existe des outils standards, mais que les demandes justement de nos clients parfois vont au-delà. Et donc, pour être honnête et transparent, on a mis en avant le fait qu'il existait un portail justement standard sur l'ERP de Microsoft. Tu me dis si je me trompe, Quentin, c'est ça, hein? Oui. Alors, juste si tu as quelques commentaires à nous faire là-dessus, sans nous dire pourquoi on ne l'utilisera pas, puisque je crois que c'est l'objectif de la prochaine slide. Rapidement, qu'est-ce qui fait ce portail de standard de chez Microsoft? C'est quoi l'utilité? Alors, le portail standard de Microsoft pour les fournisseurs permet de mettre en avant toute la partie facturation et demande d'achat. Donc, les fournisseurs vont pouvoir se connecter, voir ce qu'il y a en attente. Ils vont pouvoir vérifier le statut de leur paiement, vérifier des données. Des données qui leur sont propres. Donc, s'il n'a pas le bon nombre de commandes de son côté ou que les données n'ont pas été bien renseignées, il va pouvoir communiquer avec la personne, avec l'entité qui a l'ERP pour dire attention, les données ne sont pas bonnes, il faudra les corriger. Ou justement savoir pourquoi ces factures sont en attente, etc. Ça demande un petit temps d'adaptation parce que c'est un ERP spécifique des 365 Finance and Operation et le fournisseur n'a pas forcément cet ERP de son côté. Si c'est une petite entreprise ou une grosse entreprise qui a l'habitude plutôt de SAP ou de tout autre ERP. Donc, il va quand même falloir passer un peu de temps au moins pour expliquer comment ça marche, comment se connecter. Il y a moins de flexibilité dans le processus parce que c'est une solution standard, donc on peut faire les actions les plus importantes, mais on ne peut pas forcément inclure, par exemple, un processus de validation avancé avec des équipes qui seraient externes à l'ERP. Par exemple, une équipe de juristes qui doit valider le fait qu'on peut travailler avec tel ou tel fournisseur. Et enfin, le point le plus important, c'est qu'il faut une licence Team Member pour l'utiliser, qui est environ de 8 € par mois. Donc, c'est adapté pour un gros fournisseur qui a besoin d'y accéder assez souvent. Ça l'est moins si on veut le rendre disponible pour tous les fournisseurs. Et donc, forcément, à mettre en comparaison avec les fameux 1,80 € qu'on a vu précédemment. Ok, donc, on sait qu'il existe une solution qui était, on va dire, standard et pas cher, hein, puisque forcément, si c'est inclus dedans, à mon avis, les coûts ne sont pas très élevés. Maintenant, ça ne répond pas forcément à toutes les demandes, justement, de nos clients. Et Rossio va pouvoir nous expliquer, justement, quel était le contexte et l'objectif des dernières demandes que nous avons reçues. Oui. Donc là, je peux faire un récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, parce qu'en général, vous voyez ici quatre points sur lesquels on est le plus consulté. Donc dans les cas de notre client, mais qu'on a remarqué que ça s'est répété beaucoup de fois sur d'autres clients, il vient de nous voir parce que déjà le portail ne suffit pas. Le portail standard, on va dire. Après, il y a une mauvaise qualité de la donnée de fournisseur parce que d'habitude, il y a plusieurs personnes dans l'équipe interne qui sont chargées, pas que de la création de fournisseurs, mais de gérer tous les cycles de vie d'un fournisseur, la facturation. Donc, deux fois, même si on applique des règles de gestion assez précises, il n'est pas possible de garder une bonne qualité de la donnée de fournisseur. Il y a beaucoup, je passe au 10e point, mais c'est aussi... c'est aussi en relation avec le premier. Il y a beaucoup d'actions manuelles
manuels, 2 appels téléphoniques, un petit message Teams par-ci, par-là. Donc, j'ai besoin d'écrire un fournisseur. Non, moi, je peux pas te valider. Ah, mais Michel est parti en vacances. Tout ce type de communication qui, je pense que tout le monde connaît parce qu'on a tous passé par là. Un troisième, et c'est aussi par rapport aux 2 premiers points, il n'y a pas un processus, de fois, il y a un processus de validation et de création qui n'est pas bien défini, parce que peut-être c'est quelque chose qu'on voulait intégrer dans notre société depuis un moment, mais qu'on n'a jamais eu le temps de s'asseoir. Peut-être qu'il y a une nouvelle équipe qui va être dédiée à la gestion fournisseur. Donc, la nouvelle équipe n'est pas au courant des processus de l'entreprise. Donc, au final, ce n'est pas clair. Et le résultat, c'est que la communication, pas que avec le fournisseur, mais entre équipes, elle est longue. On a du mal à trouver le bon contact chez le fournisseur. On envoie de mails, on nous relance, etc. Donc, dans tout ce contexte-là, la simple création d'un nouveau fournisseur avec les bonnes données pour que le fournisseur puisse venir charger ses factures ou nous, on puisse venir charger les factures de notre fournisseur, devient très, très long, très encombrant. C'est une source d'erreur assez fréquente. Donc nous, quand on a vu les cas de notre client, mais qui en général, c'est des cas clients qui sont assez fréquents, c'est qu'on va proposer avec ces portails-là et que je pense qui a été obtenu, c'est déjà la réduction d'actions manuelles. Ça va nous faire gagner du temps. C'est-à-dire, on crée un portail, on donne l'autonomie aux fournisseurs. Donc, on leur dit, voilà votre portail, vous vous connectez ici, vous mettez vos données. C'est vous qui aussi vous êtes garant de la qualité de votre propre données. C'est plus moi qui va mettre le mauvais code postal, c'est vous qui doit s'assurer que le code postal, que les SIRET aussi, auquel la personne a contacté en cas de besoin, elle est bien renseignée dans le système. Nous, on va l'intégrer dans nos systèmes, mais c'est vous, les fournisseurs, les propriétaires de cette qualité de la donnée. On force aussi à unifier les processus de validation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un seul point d'entrée. Pour le fournisseur, c'est un formulaire assez simple. Il sait où aller. C'est un processus, vous allez voir, c'est un processus en 4 étapes. On suit écran par écran, étape par étape. Il n'y a pas de perte. Donc, pour eux, c'est qu'un seul point d'entrée. De notre côté, du côté client, il y a 2 rôles qui peuvent gérer ça. Vous allez voir. Donc, une personne qui fait la demande, une personne qui valide, qui est aussi censée, qui est obligée de valider la qualité de la donnée dans l'entreprise. On a simplifié aussi la récupération des données pour la même raison qu'on a dit, tout est centralisé, tout passe par un formulaire de création et par un formulaire de demande. Il y a plus de mails, il n'y a plus de fichiers Excel qui se promènent, des mauvaises versions de documents, etc. Tout passe par le portail. Et en plus de ça, comme on parlait, le point au milieu, c'est on a réussi à optimiser les prix des licences parce que d'un côté, on donne cet accès aux fournisseurs avec moins de 2 € par mois, mais aussi de notre côté, comme on a amélioré ces processus-là de création et de gestion de fournisseurs, on a moins de personnes dans l'équipe qui doivent avoir accès complet à notre ERP, donc on peut réduire les coûts de licence en interne aussi. Et les personnes qui gèrent les fournisseurs, peut-être qu'ils sera d'une autre manière, ou qu'il y aura moins de personnes qui auront besoin d'aller regarder les données dans l'ERP. Donc, si jamais vous voulez vous dédouaner de toute responsabilité de la propreté de la donnée, c'est-à-dire le rêve de n'importe quel propriétaire de CRM, moi y compris, faites passer les extérieurs par des portails. Alors, après avoir donc justement... alors ça, c'est une question très intéressante. Alors, vous imaginez qu'en tant que marketeur, la première chose que je me suis demandé, bien entendu, quand on a commencé à aborder ce sujet, c'est mais pourquoi on n'utilise pas un WordPress ? Moi, j'ai déjà connecté des formulaires, des choses comme ça avec un WordPress et les différents outils qu'on a vus avant. Mais bien entendu, vous avez réussi tout à l'heure à m'expliquer justement pourquoi. Donc, je vous laisse expliquer pourquoi on n'utiliserait pas un simple WordPress ou pourquoi on l'utiliserait d'ailleurs. Donc, je vais commencer. Je fais comme Quentin, je commence par la droite, par les raisons techniques, et je finirai par les raisons fonctionnelles. Pourquoi ? Pour la simple raison que
après à la démo, on va voir la partie fonctionnelle. Mais plutôt pour les raisons techniques, il y a la plus grande avantage, à mon avis, qui est que tout reste dans le même environnement. Je reviens à la notion du dataverse. Donc, nos données sont centralisées dans une seule base de données qui, elle, est aussi accessible à n'importe quel outil dans l'environnement Microsoft. Et quand on parle d'un ERP, dans ces cas-là, dans cette démo-là, mais ça veut dire que aussi dans les dataverses, vous pouvez vous connecter au CRM, vous pouvez vous connecter nativement à Outlook, à Teams. Donc, vous pouvez aussi consulter, il y a un connecteur assez sympa qui nous permet de connecter au moins les CRM avec Teams. Donc, on peut envoyer directement des liens au CRM à nos collègues via Teams. Il n'y a rien à faire, il faut seulement qu'un administrateur l'active. Donc, ça, c'est pour moi le plus grand avantage d'un point de vue technique. D'un point de vue de la sécurité, c'est exactement la même chose. Nous, on est les propriétaires. Si on donne la propriété de la qualité de la donnée à nos fournisseurs, nous, on veut garder la qualité de la sécurité, si on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire, nous, on peut décider, on peut paramétrer combien de rôles utilisateurs on veut garder à l'interne. Donc, compta, achat, marketing, SI. Et de la même manière, on peut choisir quel type d'accès et jusqu'à quelle profondeur on veut donner accès à nos fournisseurs. Donc, il y a plusieurs couches sur ça. Donc, déjà, pour les applications, pour la globalité du Dataverse, on peut paramétrer les types de privilèges qu'on veut donner. Et quand je parle des privilèges, je parle je vais montrer toute la liste de factures à mon fournisseur, mais je ne veux pas donner à mon fournisseur la capacité d'aller modifier les montants de la facture. Ça, on peut le faire. D'un autre côté, on peut donner une nouvelle couche de sécurité, donc une nouvelle barrière, si l'on veut. C'est le rôle que mon utilisateur, mon fournisseur va avoir sur le portail. Donc, c'est par rapport à la première couche de privilèges, mais c'est un peu plus large dans le sens, cette personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut se connecter et voir toutes les factures de l'année, toutes les factures de sa société ou toutes les factures que cette personne a téléchargées. Donc, on peut limiter les accès de ce type-là. D'accord. Donc, la différence majeure, juste si je dois résumer, parce que je vois qu'on va plus avoir assez de temps après pour faire la vidéo. Oui. Quand on a répété, c'était très, on est très très bavard. c'est bon, on donne un peu plus de détails. Donc, juste différence fondamentale, a priori, entre le WordPress, justement, et Power Pages. Il est déjà au niveau de la sécurité. Il est surtout au niveau des données qu'on peut mettre à disposition. Si par exemple je prends un WordPress, pour en avoir déjà fait, tout ce qui est forum, etc., on est sur du rôle très basique, l'administrateur, l'invité et la personne connectée. Et là, bien entendu, quand on utilise Power Pages, non seulement on est plus connecté aux outils, mais on peut en plus mieux hiérarchiser, on va dire, nos utilisateurs. Et forcément, dans le contexte business, ça a une certaine valeur. Alors, ce que je propose, c'est que pour qu'on puisse faire la démonstration complète, je te laisse prendre la main, Rocio, puisque le scénario, dans tous les cas, je pense que les gens vont pouvoir le comprendre sans qu'on passe du temps à l'expliquer. Et ça nous permettra au moins d'avoir la démonstration complète. Thomas, je pense qu'on t'a perdu. Ah. Est-ce que... Vous m'avez perdu, là? Non. Oui. Ah, peut-être c'est moi. Peut-être c'est moi qui avais des problèmes de connexion. Il fallait bien qu'il y ait un problème technique à un moment donné. Je te laisse me faire la demande de prise de main, si tu veux. Oui, et on croise les doigts pour que je ne me déconnecte pas. Donc, on va commencer par les demandeurs. Donc, comme je vous avais dit, demandeurs et valideurs c'est des utilisateurs internes. Donc, une personne dans ma société veut créer un nouveau fournisseur. Il y aura les valideurs qui doivent en effet valider, vérifier les données et valider. Et enfin, dans la troisième étape, le fournisseur va recevoir une demande, une invitation plutôt à se connecter au portail, rentrer ses informations et créer son utilisateur. Donc, je commence par les demandeurs. Je te donne la main tout de suite. Normalement, tu peux lancer les vidéos à partir de ton écran. Est-ce qu'il va bien charger? Oui. Alors, moi, je vois rien pour l'instant. Non, moi non plus. Je peux pas... Je vais désactiver ma caméra
peut-être c'est... Essaye. Sinon, ouais. je vais la présenter, c'est pas grave. Tu peux lancer la vidéo si tu veux, oui. Oui, oui. Allez, je vais reprendre la main tout de suite. Oui. Alors. Comment je retourne? Ah, retour. Alors, pour savoir quelle est la première. Demandeur. Alors, je vois pas le nom des vidéos, malheureusement. Est-ce que c'est celle? Ah oui, Acheteur, bah tu vois. pardon, demandeur. Hop. De toute manière, dans le première seconde de la vidéo, on va voir. Ça y est, c'est lancé. Normalement, c'est bon. C'est tout bon. Moi, je ne vois pas. Non. Non, C'est parce qu'au début, il n'y a pas de bouge. Là, ça commence là. Ok. Je vois pas la vidéo de mon côté. Je ne pense pas que tu partages ton écran. Oui. Ah. Là, vous ne voyez pas? Oui, maintenant c'est bon. Ok, alors, donc c'est comme vous voyez, on va partir du demandeur. Dans cet écran-là, on va se connecter. Vous voyez qu'il y a deux possibilités de se connecter. La connexion interne, qui est le personne de mon entreprise, et d'un autre côté, les connexions pour les utilisateurs externes qu'on va voir dans les cas de fournisseurs, où ils doivent introduire, bien sûr, leur nom utilisateur, le mot de passe, et même comme pour dans un site web classique, se rappeler de ces connexions et de son identifiant mot de passe. Là, comme c'était dans le portail Appsia, on voit des identifiants de connexion. C'est dans notre environnement et me voilà avec quelques secondes, voilà, me voilà au portail. Donc là, vous allez voir rapidement, il m'a reconnu, le portail, et vous allez voir la différence parce qu'ici, on va voir les fournisseurs, les suivis des demandes et la facturation. Vous verrez qu'il y a quelques différences de droit entre le demandeur, l'acheteur et bien sûr le fournisseur. Donc aujourd'hui, je vais créer une demande. Donc ici, je vois mes demandes, je vois quelques données par rapport à mes demandes, je peux voir le statut surtout, à quel moment on l'a créé, et pour créer un nouvel fournisseur, je viens là, je clique sur ce bouton-là, et j'ai accès à ce formulaire-là des créations de fournisseurs. Donc, comme je vous disais, il y a certaines, en plus c'est très bien parce qu'on va guider et les demandeurs et les fournisseurs tout au long du processus avec des champs obligatoires. Donc, le champ obligatoire, comme n'importe quel autre site web, c'est marqué par des étoiles rouges. Donc, si je n'ai pas ces champs, ceci, je ne pourrais pas avancer. Par contre, j'ai des champs optionnels. Je peux charger des pièces jointes, donc une photocopie d'une facture, un scan plutôt d'une facture, une demande d'achat qu'on a pu recevoir. Et vous voyez ici que je vois les 4 étapes. Donc, je peux sauvegarder comme brouillon. Il n'y a pas de souci. Je peux revenir à n'importe quel moment. Et dans ces cas-là, je vais continuer pour vous montrer les processus. Donc, j'ajoute Thomas comme notre contact commercial de notre nouveau client. Je dois bien sûr introduire son mail parce qu'il doit recevoir, ça c'est obligatoire parce que c'est là où il va recevoir l'invitation à se connecter. Bien sûr, il y a que le mail qui est obligatoire, c'est notre façon de contacter, mais c'est toujours bien d'ajouter les téléphones et de donner. À nouveau, j'ai la TV Intracom et les sirettes en champ obligatoire à saisir. Voilà, ici, c'est de fausses données, mais pour bien connaître nos fournisseurs. Et ici, c'est le dernier écran où je peux vérifier les données que j'ai introduites. Je peux soit revenir en arrière pour continuer de corriger, ou je peux envoyer à mon collègue l'acheteur. Là, on va revenir au suivi des demandes. Donc là, ma demande est en cours d'analyse. Si je reviens à ma liste de fournisseurs, je ne verrai pas mon fournisseur, mais par contre, dans les suivis des demandes, dans quelques secondes, je vais pouvoir voir la demande si je rafraîchis. Donc, ça va avancer. Donc, nous revoilà. Vous voyez tout en haut de la page la relation sociale Appsia. C'est le fournisseur que j'avais créé. Vous voyez qu'il est bien en cours de révision dans le statut de la demande. Si vous voyez, il y a
On voit bien la date à laquelle je l'ai créé et moi comme la personne qui a créé. Donc moi, je peux vérifier les données à nouveau. Comme vous voyez, je n'ai plus accès à la modification parce que c'est en cours de révision par mon collègue l'acheteur. Et ici, bon, ça me permet de voir les statuts de différentes demandes que j'ai créées, pas que moi, mais mes collègues aussi. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette première partie. Je crois qu'on va changer de point de vue là, c'est ça? Et tu voudras que je Oui, lance le point de vue de de l'acheteur? l'acheteur. Oui. Et ben Donc alors, l'acheteur, normalement, c'est parti. oui, bah, c'est super. Donc l'acheteur à nouveau, c'est un utilisateur interne, il va se connecter. Ignorer que c'est mes mêmes identifiants. Mais c'est l'acheteur, c'est le monsieur qui est là en haut de l'écran. Nous avons à nouveau l'accès à l'écran principal du portail. À nouveau, on voit les mêmes menus. Vous allez voir que j'aurai quelques boutons de plus pour le rôle acheteur. Pour vous dire, c'est plutôt l'acheteur est plutôt un administrateur. Donc ici, je peux créer un nouveau sans problème ou je peux inviter un nouveau fournisseur. Ici, j'ai toutes mes demandes, je pourrais rentrer voir. Voilà. Et quand je veux consulter mon fournisseur, vous voyez que j'ai accès à beaucoup d'informations, toute la fiche. Je peux déployer mon fournisseur et quelque chose que les demandeurs n'avaient pas, je peux modifier. J'ai le droit de modifier la fiche de mon fournisseur. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment je vais valider la fiche que mon collègue, les demandeurs, m'a demandé de valider. Donc, je rentre dans Appsia, je vois mon fichier et vous voyez, pareil, que j'ai 2 boutons que le demandeur n'avait pas, donc soit approuvé, soit rejeté. Si je rejette, c'est parce que je veux peut-être voir, peut-être c'est un doublon, peut-être c'est quelque chose, un client avec lequel un fournisseur, pardon, avec lequel on travaille. On peut valider, on vérifie, et dès que ça c'est approuvé, voilà. Donc c'est une validation en 2 étapes pour vous dire. La première étape est le complète. J'ai vérifié les données. La deuxième étape, il faut que moi j'ajoute des données sur mon compte. Donc après quelques secondes à nouveau, on va rafraîchir et on va revoir mon compte en cours de révision. Voilà, j'ai continué de vous montrer les différents statuts de la demande. On a bien choisi différentes couleurs, comme ça nous permet de voir les différents statuts et les statuts qui demandent notre attention. Donc là, l'objectif, c'est de passer. On a Appsia à nouveau en premier de la liste. On voit qu'elle est toujours en cours de révision, mais par contre, on a dans la colonne date d'approbation, on voit qu'elle a été approuvée, les cons. Donc voilà, on voit qu'elle est approuvée. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de compléter les informations de paiement. Donc, je vais venir ici. Je vais rajouter mes conditions de paiement et les modes de paiement. Et une fois aussi envoyé, là, la demande, elle change d'aimant. Donc maintenant, c'est une demande de création que j'envoie au fournisseur. Donc ici, vous voyez bien que ma demande, elle a changé de statut et maintenant, elle est en attente d'information. Ça nous permet de voir aussi à quel moment, voilà, je peux pas. Et le mail a été envoyé à Thomas, bien sûr. Et une fois où la demande était envoyée à notre fournisseur, je ne peux plus la modifier. Elle est en attente d'information et je ne peux pas la modifier. On va passer, je pense, à la vidéo du fournisseur. Allez, parfait. Voilà. Normalement, c'est la dernière. C'est la dernière et je pense que c'est la plus courte. Donc la vidéo, tu ne partages pas ton écran pour l'instant. Ah non, c'est que ça a bugué. 2 petites secondes, je Ah, relance. ok. C'est pas grave, voilà. Donc la vidéo commence par une capture d'écran du message que notre fournisseur a reçu.
Donc, pour vous dire, je laissais Gmail parce que je voulais vous montrer que ça fonctionne à partir de n'importe quel serveur ou administrateur de mail. J'ai quelqu'un d'Apsia qui m'a envoyé cette invitation. Il me dit que j'étais invité au portail en tant que fournisseur. Il me donne un code d'invitation et un lien de connexion. Donc, je vais cliquer sur ces liens-là et je vais avoir une page d'invitation où je peux soit me connecter, soit créer un nouveau compte et surtout dans ces cas-là, utiliser le code que j'ai reçu. Donc, moi, je suis Thomas, même si j'ai le mail de Rocio. Je mets mon mot de passe. Je vais, comme vous voyez, c'est ce qu'on disait, c'est très sécurisé, c'est comme n'importe quel site web. Ça, pour vous dire aussi, pour rendre le processus beaucoup plus fluide, on peut proposer différentes options de connexion et des créations de comptes. Donc ça, on est parti sur la plus sécurisée, mais on peut seulement envoyer un lien sans besoin de passer par des sécurités, mais on préfère rester dans la sécurité. Donc ici maintenant, on voit qu'on a Thomas Le Sueur, double Thomas. Vous voyez déjà que comme fournisseur, j'ai accès à beaucoup moins de données dans le portail, parce que j'ai accès que aux données, mes données de facturation. Et surtout, comme c'est la première fois où je me connecte, j'ai en rouge un message qui me dit « Complète ton profil ». Donc, avant de passer à la facturation, je vais venir compléter mon profil. Ici, allez, on clique. Ici, je vais devoir rajouter mes langues de contact, le nom de ma société, donc je peux l'appeler Apsia quelque chose d'autre, Apsia 1, 2, 3 par exemple. Je vais rajouter mon adresse postale. Je vais changer, vous pouvez changer les pays. Comme vous voyez, c'est des données obligatoires pour le contact et la facturation. Je peux, si je veux, ajouter un contact de la compta, si je veux, dans les cas que moi je ne suis pas disponible ou qu'il faut contacter d'autres personnes. Je vais vérifier déjà les données sirène. Je dois uploader ou télécharger plutôt mon cabis, choisir mon code NAF et je finis par mettre mes informations du compte bancaire, voilà, dans quelle monnaie et je peux, si je veux, rajouter un deuxième compte bancaire. Le RIB de Thomas, bien sûr. Voilà, pour compléter ma fiche. Donc, ça n'a pas bien affiché, mais j'ai un bouton qui me dit envoyer l'invitation. Donc, ça, le processus est complet. J'ai accès à la facturation et la demande d'un point de vue acheteur ne sera plus dans la liste de demandes, mais plutôt dans la liste de fournisseurs. Donc là, la demande vidéo est finie. Je vois qu'on est... Oui, on a dépassé. C'est pas très grave. Je vais aller beaucoup plus rapidement sur la fin et sur la conclusion. Alors très honnêtement, on vous avait gardé normalement d'autres exemples de Power Apps qui n'étaient pas forcément des portails fournisseurs. Le but, c'était un peu d'ouvrir les chakras sur les possibilités de l'outil. Donc au pire, n'hésitez pas à nous faire un formulaire de contact sur le site Apsia. On vous les montrera avec plaisir. Ça allait de l'application pour choisir son bureau chez Apsia, qui m'a permis de choisir le placard d'Harry Potter aujourd'hui, jusqu'à des workflows d'approbation un peu plus compliqués, etc. Donc voilà, pareil, un large panel, on va dire, d'applications et d'utilisation. On avait aussi une application pour les salons, si je me souviens bien, pour aller, comme Quentin disait, doucher utiliser la douchette sur des cartes de visite, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas, entre guillemets, chaque problème a sa solution Power Apps, comme on dit, ou sa solution standard, si jamais elle existe. N'allons pas compliquer ce qui n'a pas besoin et n'a pas le lieu d'être. Voilà, j'espère que, alors désolé un peu pour cette conclusion abrupte, j'espère en tout cas que le contenu vous a plu. Alors, pas de politique d'oppression commerciale chez Apsia, pareil, on avait prévu des sondages, etc. On ne va pas vous rappeler tous un par un parce qu'on lutte un peu justement contre ça. Par contre, si voilà, ça vous a, comme on disait, ouvert les chakras, si vous avez des idées, si vous voulez tester peut-être la faisabilité de vos outils, on vous invite à remplir un petit formulaire de contact. Ça envoie automatiquement avec Power Automate
dans notre CRM Dynamics. Voilà, comme ça, on reste un peu dans le Voilà. flow de la démo. Tout ça, ça vient chez moi. Moi, je vous mets en relation justement avec les experts directement de chez nous. Ça évite de passer par des éléments de pre-sales, etc. On est honnête, on est fluide, on regarde si c'est faisable et après, on vous conseille puisque c'est dans notre ADN. Encore une fois, merci de nous avoir suivis, merci d'être aussi nombreux à nos rendez-vous, que ce soit en live ou en replay. Quand on voit des chiffres à 50 inscrits, ça nous fait hyper plaisir. Donc continuez. On vous retrouve l'année prochaine avec des slides encore plus belles, avec une charte encore mieux faite, puisque c'était bien entendu, encore une fois, les premières slides que je faisais avec la nouvelle charte Sharp. Bonne fin d'année, bon Noël, bon tout ce que vous voulez, et en 2026. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Merci. Bonne fin de journée.